Alors si on continue sur la thèse, mais à proprement parler le travail de thèse, comment vous avez travaillé concrètement à quatre mains et quelles sont les idées que vous avez voulu y défendre dans cette thèse relativement originale et qui mêle sciences sociales et droit déjà? Oui, c'est pas l'ouvrage que j'ai relu le plus récemment, qui a été publié en 1980, ça fait quand même 45 ans, je pense. Et donc, si on ajoute les années de préparation, ça fait une cinquantaine d'années, donc je n'ai plus vraiment totalement l'esprit, mais voilà, il s'agissait notamment de confronter ces deux grandes approches de philosophie du droit, qui étaient le droit naturel, Aristote, et puis le positivisme juridique, Kelsen, de les confronter à un moment où Jacques Lenoble et moi-même entamions nos études, notre carrière de chercheurs. Et l'intuition de base qu'on développait dans l'ouvrage se retrouve dans ce titre et le trait d'union qui sépare mythologique. L'intuition de base, c'était que derrière la logique juridique, cette axiomatique, ce formalisme dont le droit est si jaloux et dont le positivisme juridique kelsenien se réclame strictement, se développait une forme de mythologie. Vous voyez déjà le narratif qui, chez moi, deviendra si important dans la suite, puisque je vais, dans les 20 dernières années, travailler sur le courant droit et littérature. Mais c'était déjà l'intuition, je connaissais rien, on ne parlait pas du courant droit et littérature, mais c'était déjà l'intuition qu'à la base de la rationalité juridique, même la plus formelle ou la plus technique, œuvrait toujours une vision du monde, un narratif, un corps d'intuition qui pouvait prendre la forme d'un mythe. Alors il y avait quelque chose de provoquant, presque un défi à la dogmatique juridique classique dans cette imputation de se construire sur un fondement mythique. Mais en même temps, grâce au ciel, n'avons jamais non plus développé un propos au premier degré qui aurait consisté à dire que ces mythes étaient menteurs et inutiles. Non, nous étions bien conscients que l'être humain étant un être fabulateur, et les sociétés étant des sociétés fabulatrices, ces mythes étaient littéralement constitutifs. Donc à la fois, nous avions un propos déconstructeur, puisqu'on allait regarder derrière les coulisses de la logique juridique, en montrant la fable dont cette logique s'autorisait, mais en même temps, on était totalement conscient que l'être humain et les sociétés ne pouvaient se construire que sur des récits partagés. Voilà. Heureusement, parce que sinon ça nous aurait amené dans une impasse dommageable. Alors, ça ne vous aura pas échappé que ce propos était influencé, c'était probablement, à côté des grandes références philosophiques, Gadamer, Ricoeur, Aristote, l'auteur qui nous avait le plus marqué à l'époque, c'était Pierre Legendre, qui développait, à partir de la psychanalyse d'un côté, mais aussi à partir d'une très bonne connaissance de l'histoire du droit romain et de l'histoire du droit canon, développait ce type d'approche qu'un contemporain, et qui est devenu un grand ami, Alain Suppiot, allait à son tour prendre à son compte des années plus tard. Donc il y avait là une famille de pensées qui nous inspirait. Donc voilà ce qu'il en était de cette thèse de doctorat. Donc il nous a fait docteur Jacques Lenoble et moi-même. Jacques Lenoble qui allait poursuivre une carrière de théoricien et philosophe du droit à l'université de Louvain, et moi une carrière parallèle de philosophe et théoricien du droit à l'université Saint-Louis à Bruxelles. Nous nous étions rencontrés, figurez-vous,
vous pouvez vous poser la question, parce que c'est presque comme un mariage. Comment peut-on prendre une décision aussi importante avec quelqu'un qu'on ne connaîtrait pas? Nous nous étions rencontrés en Chine populaire, en 1974, à l'occasion d'un voyage d'études du droit chinois que le professeur Rigaud, encore lui, avait organisé à un moment extrêmement délicat, puisque c'était la fin de la révolution culturelle, mais donc un moment encore de maoïsme pur et dur. Alors, c'était un voyage qui regroupait des universitaires, mais aussi des syndicalistes belges, donc il n'y avait pas que des universitaires, de tous âges, de toutes conditions, des hommes et des femmes, une vingtaine de personnes, un long voyage, 1 mois et demi, et qui allait être très surprenant pour nous, et surtout pour moi qui étais encore jeune. J'étais étudiant en 4e année de droit, donc j'ai eu le privilège, grâce à la confiance de François Rigaud, d'être associé à ce voyage. C'était un voyage un peu déstabilisant, parce qu'à peine arrivé à Pékin, on nous a dit ben voilà, vous êtes venus pour étudier le droit chinois. Eh bien, le droit chinois, il n'y en a pas. La pensée Mao Tse-tung a remplacé le droit, qui est une production bourgeoise, et donc vous ne verrez pas de faculté de droit, vous ne verrez pas de tribunaux. Les conflits, alors très intéressant, les conflits au sein du peuple se résolvent grâce à la médiation et à la pensée du petit livre rouge de Mao, et les conflits en dehors du peuple, mais qui sont exceptionnels, nous disait-on, ne se règle plus par le droit, et vous pouvez comprendre, hélas, la manière dont... Alors, c'était à la fois un voyage fascinant, parce qu'en même temps, c'était tout de même la vieille Chine aussi qui se montrait à nos yeux. Derrière cette médiation de la pensée de Mao, il y avait aussi la vieille tradition chinoise de dédain du droit et de primauté de la morale. Donc, un groupe résout ses problèmes, pas tellement à l'aide d'une loi formelle, mais à l'égard d'une règle intériorisée, voilà. Donc il y avait à la fois cette vieille tradition chinoise qui se manifestait, et en même temps, bien sûr, l'extrême modernité, et bien sûr une dictature qui ne nous échappait pas. Voilà, donc on était à la fois fascinés et en même temps critiques par rapport à ce qu'on nous montrait. Mais enfin, toujours est-il que c'est à l'occasion de cette expérience un peu décoiffante et déstabilisante que j'ai rencontré Jacques Lenoble, qui était, puisqu'il était 3 ans plus âgé que moi, assistant à Louvain, et c'est de ces discussions qu'est née cette amitié intellectuelle et la décision de faire une thèse ensemble. Et vous faites la transition avec ce voyage en Chine, c'est que dans Droit, mythe et raison, il y a la conscience du rôle structurant et de son modèle peut-être mythologique du droit, et en même temps une prise au sérieux déjà du droit, c'est-à-dire pas choisir une analyse marxiste radicale, mais plutôt des Pierre Legendre, des Castoriadis, des mouvements critiques qui déjà sont dans le point de vue externe respectueux peut-être. Tout à fait. En effet, et ça correspond donc à cette position épistémologique on a mis au point très tôt, donc je vous renvoie à cet égard à un document que j'avais écrit dès 1981, qui est paru dans la revue interdisciplinaire d'études juridiques, qui était discuté au sein du séminaire, puis à l'occasion de colloques avec Droit et Société, ou le groupe Déviance et Société en Suisse, qui était plutôt un groupe de criminologues, et qui repose sur cette position que vous venez de rappeler. Donc le point de vue que nous voulions adopter était un point de vue externe sans doute, mais respectueux du point de vue interne. Il s'agissait bien de travailler en 2 temps, en prenant toujours au sérieux le matériau juridique, quitte dans un 2e temps à en discuter les définitions, à en montrer les options idéologiques sous-jacentes derrière la neutralité affichée du positivisme juridique,
quitte à en montrer les enjeux sociaux, c'est-à-dire à la fois les causalités, les déterminants sociologiques. Pourquoi adoptons telle loi à tel moment? Pourquoi tel revirement de jurisprudence opère-t-il à tel moment? Quel est le rapport de force économique, politique? Et en même temps, la sociologie revenait en aval du travail du juriste, non pas seulement en amont au niveau de sa déterminant, mais aussi en aval, lorsqu'on se posait la question de l'effectivité, de l'efficacité de la prétention juridique. Le juriste adopte une loi, le juge prend une décision, mais quelle est sa portée sur le terrain? La question est double. Quelle est son effectivité, c'est-à-dire est-elle réellement mise en œuvre, appliquée, et si elle est appliquée, est-elle efficace, c'est-à-dire atteint-elle le but poursuivi par son auteur? Elle peut atteindre le but, mais aussi provoquer des effets pervers, non voulus par l'auteur, et voilà. Donc c'était ce souci-là de mise en contexte du droit qui nous paraissait nécessaire et que l'on investiguait grâce à un va-et-vient permanent entre investigation rigoureuse de la technique juridique et étude de terrain la plus poussée, elle aussi. Je dis bien va-et-vient, parce que les juristes pouvaient pécher par une méconnaissance, voire un mépris du terrain, comme s'il suffisait d'adopter un texte pour s'imaginer qu'il serait appliqué et qu'il produirait les effets voulus. Mais de l'autre côté, les représentants des sciences sociales pouvaient, comme votre question le suggérait, parfois prendre par-dessus la jambe la technicité du droit, ne pas prendre au sérieux sa finesse, ses ressources même, et donc il importait toujours de pratiquer cette espèce de va-et-vient théorique entre les deux rives de l'interdisciplinarité. Alors, c'est évidemment très exigeant, on ne peut pas tout faire tout seul, on ne peut pas suivre toutes les publications, et c'est bien pourquoi aussi le travail d'équipe dans des laboratoires, dans des centres de recherche s'imposait nécessairement, et c'était aussi quand même assez nouveau à l'époque, passer du juriste savant solitaire au travail d'équipe. Et c'est ce qui vous conduit à dire dans un entretien que le droit, dès ce moment-là, pour vous, est une grammaire de compréhension des rapports sociaux, plutôt qu'une initiation à une pratique professionnelle. Oui, je ne dirais pas plutôt que, le droit est les deux, évidemment. Le droit est un discours et une pratique à vocation professionnelle et performative, bien entendu, mais il est aussi un formidable outil d'éclairage du social. Et ça, c'est intéressant parce que les sociologues n'ont pas toujours, ou les sciences sociales n'ont pas toujours tenu ce discours. Au moment où nous commencions nos travaux, dans les années, la fin des années 70, prévalait quand même la French Theory qui était très, très, très critique à l'égard du droit. Je me souviens de textes, au demeurant admirables, mais de Michel Foucault, parlant du droit comme langage du pouvoir, ou d'analyse de Bourdieu, auteur formidable qui m'a souvent inspiré au demeurant, mais qui pouvait incliner, si on en faisait une lecture rapide, à considérer que le droit était nécessairement menteur, mystificateur, et donc à ne pas le prendre au sérieux. Et donc, effectivement, des sociologues plus contemporains, je pense par exemple à Bruno Latour, dans ce formidable livre sur la fabrique du droit qu'il a écrit suite à 6 mois de travail d'ethnologue ou d'anthropologue, dit-il, dans la tribu du Conseil d'État français, donc qui prend au sérieux le droit dans ce livre, Bruno Latour, ou alors Boltanski, dont j'aime beaucoup les textes, qui prend plus au sérieux le travail du droit, ou alors cet ouvrage de Jacques Comaille, À quoi nous sert le droit, le nous visant la tribu des sociologues, et le droit nous servant aux sociologues,
précisément d'outils très fins d'analyse, comme une plaque réceptrice, une plaque photographique qui se laisse impressionner, d'analyse par des mouvements sociaux. Ce qui rejoint d'ailleurs, je pense, les intuitions des grands fondateurs de la sociologie en France, qui étaient très respectueux du droit et qui savaient très bien que pour autant qu'on puisse pratiquer ce mouvement de mise à distance dont je parlais, mais le droit est un révélateur très, très profond de la société. Donc je dirais les deux, à la fois évidemment un outil professionnel et ce discours éclairant sur la société. Est-ce que dès ces premiers travaux, alors il y avait évidemment cette conscience de la dimension axiologique du travail juridique, mais est-ce que pour vous, il y avait aussi la poursuite d'une certaine éthique du juriste et plus largement de votre personne dans ces travaux, où il y avait des valeurs que vous poursuiviez consciemment? Voilà, alors là vous posez une question très importante et qui est quand même un peu tabou aussi, qui est la question des valeurs, la question de la portée éthique de l'objet sur lequel nous travaillons, portée éthique et politique d'ailleurs, et dès lors aussi inévitablement par ricochet la portée éthique, certains pourraient dire la contamination ou le danger des travaux scientifiques que nous développions à propos de cet objet. Il y a énormément de choses à dire à cet égard-là. J'ai connu une évolution, certainement, au cours des 50 années de carrière. Il est évident qu'au départ, nous avions nos valeurs, c'est évident, mais on était très soucieux de maintenir une forme d'objectivité scientifique. Et, je ne l'ai pas assez dit jusqu'ici, mais donc l'objectif était vraiment, dans ce choix ascétique que nous faisions, de développer une science du droit. Et donc, on se doutait bien que la mise entre parenthèses de nos options idéologiques, de nos préférences politiques, était une condition sine qua non pour développer une science du droit. Et du reste, nous n'avions de cesse que de dénoncer les choix idéologiques cachés par ceux auxquels nous nous opposions, c'est-à-dire les positivistes. Ça a été une règle d'or, une option méthodologique évidente, c'est toujours derrière la neutralité affichée, derrière le formalisme apparent des constructions juridiques, rechercher les choix de valeur et aussi les déterminations politiques dont dans lesquels ces textes opéraient. Voilà. Mais donc, effectivement, une forme de mise entre parenthèses de nos propres choix idéologiques s'imposait pour nous au départ, et on croyait qu'on en avait fait assez en adoptant ce qui était aussi finalement un choix éthico-politique, cette attitude critique. J'ai d'ailleurs été confronté à cette question très tôt, puisque un des premiers cours que j'ai pu dispenser aux facultés Saint-Louis était le cours qui a en Belgique l'intitulé de droit naturel, et qui est au fond un cours qui est obligatoire dans toutes les universités belges à l'époque, et qui est un cours d'éthique juridique, qui est le rapport entre le droit et les valeurs. Donc j'étais bien obligé de me mettre au clair à cet égard-là. Mais enfin, l'optique était certainement cette optique de distanciation critique. Je reconnais qu'au cours des années, en étant engagé dans des controverses doctrinales, donc des enjeux de société de plus en plus nets, j'ai été amené, et d'autres autour de moi dans nos équipes, à afficher plus clairement des valeurs substantielles, à quitter un petit peu cette frilosité objectiviste pour afficher plus clairement les choix de valeurs, notamment, on y reviendra tout certainement, à partir de 1989,
en ayant fondé le CEDRE, le Centre d'études de droit de l'environnement, j'ai témoigné de valeurs écologiques et d'un souci des générations futures de plus en plus affiché, de plus en plus net. Mais on était déjà aussi mieux assurés de nos arrières méthodologiques, je veux dire, et donc on pouvait aussi se permettre des engagements plus francs. J'ai aussi eu la chance de faire un cours de liberté publique. Et en général, quand on donne un cours de liberté publique, on est attaché aux droits de l'homme. Voilà. Donc, ces engagements sont apparus plus nettement au fil des années, mais tout de même, j'insiste sur ce point, toujours, à nos étudiants, nous faisions passer le mot d'ordre de la nécessité absolue pour un universitaire de distinguer 3 opérations: décrire, expliquer, évaluer. Voilà, et c'est tellement difficile de s'en tenir à cette déontologie de la recherche qui distingue, même si c'est impossible en réalité, mais qui s'efforce de distinguer le plus clairement possible ces 3 étapes: décrire, c'est-à-dire rassembler autant que faire se peut des faits, ensuite tenter de les expliquer à l'aide d'un éclairage scientifique ou de plusieurs éclairages scientifiques, et ensuite de les évaluer, de montrer, d'expliquer si c'est bien ou mal à l'égard de l'échelle de valeur que l'on partage. Alors je dis tout de suite que cette opération est impossible parce que déjà dans la sélection des faits que l'on retient, dans l'interprétation qu'on en donne, dans l'explication qu'on privilégie, des choix de valeur se manifestent, c'est évident, mais au moins faut-il y tendre, et surtout, au moins faut-il être transparent et s'expliquer sur ses propres préférences idéologiques, sans les plaquer d'emblée pour faire de l'embrigadement ou du bourrage de crâne, mais en disant, ben voilà, je suis bien conscient que dans l'océan des faits, on ne peut pas parler de tout, et probablement que si je retiens tel et tel fait, c'est que je suis plus sensible au dérèglement climatique, par exemple. Voilà, en communiquant les valeurs que l'on croit devoir suivre, on en permet plus facilement la discussion, voire la réfutation. Voilà, honnêtement, je ne vois pas comment faire mieux ou faire autrement. Mais donc, sur le plan éthique, c'était très clairement la position qu'on avait dès le départ. Je ne m'en suis jamais départi, mais il est vrai, et c'est pas difficile si on étudie ma bibliographie, de voir que au fil des années, des engagements sociétaux, comme on dit aujourd'hui, de plus en plus nets, se sont manifestés. Michel van de Kerkhove, par exemple, était un excellent théoricien critique du droit pénal, et il était très critique à l'égard des enfermements psychiatriques, et il a milité dans des associations de ce type-là. Voilà, c'était des choix, mais que nous tenions en lisière. Je vais faire un pas de plus. L'université Saint-Louis est une université catholique. Les professeurs, pas tous, loin de là, il n'y a aucun dogmatisme dans l'engagement des professeurs, mais sociologiquement, une bonne partie des professeurs, surtout à ce moment-là, étaient d'éducation catholique. Eh bien, c'était un engagement privé par rapport auquel je pense nous avons été toujours, mais parfaitement discrets. Donc il n'y avait vraiment aucune connotation de ce type dans nos écrits. Nous faisions, je pense, vraiment parfaitement le départ entre cet engagement parfaitement privé et nos choix de travaux et notre enseignement. Donc il n'y avait aucune espèce de forme d'embrigadement, même si, et je ne le nie pas du tout, une forme d'humanisme chrétien a certainement, de bout en bout, influencé les choix que je faisais. Alors plus tard, effectivement, je répète, ayant mis en place toute cette méthodologie, ayant développé tous ces travaux d'application du droit, j'ai pu, par exemple, dans mes comptes juridiques,
parfois partir de récits bibliques, ou même dans mes enseignements de droit naturel, des récits bibliques qui sont d'une richesse inouïe et fortement inspiratrice. Un de mes contes juridiques porte sur le procès de Jésus, par exemple, voilà, ou un autre conte porte sur la question de l'Arche de Noé. Y a-t-il du droit dans l'Arche de Noé? Donc, là, je vais vraiment, et c'est la première fois que je le fais, mais c'est vous m'y incitez en me demandant les choix de valeurs, m'expliquer là-dessus. Donc, une éducation catholique qui donne une base éthique et une inspiration, mais qui n'a jamais été mobilisée comme telle dans le travail scientifique. Et là encore, Paul Ricoeur, qui reste décidément un modèle. Paul Ricoeur, qui ne faisait pas mystère de ses engagements protestants, a développé une pensée philosophique parfaitement estimable et que l'on peut étudier et apprécier indépendamment de ses racines protestantes. Voilà. D'autres auteurs, d'ailleurs, j'ai une grande affinité pour ceux-là, des auteurs juristes comme Mireille Delmas-Marty ou Jean Carbonnier. C'est assez intéressant. Si je pense à Paul Ricoeur, à Jean Carbonnier et Mireille Delmas-Marty, ce sont trois auteurs protestants qui sont eux-mêmes, donc par rapport au dogme catholique, dans une position typique du protestantisme, donc une position critique, sont des auteurs avec lesquels j'ai une très grande affinité et qui m'ont énormément marqué. Et c'est l'occasion, au passage, de dire ma dette à l'égard de cet immense juriste qui en plus avait de l'humour, ce qui est essentiel, qui était Jean Carbonnier.